En réussissant ce deal, Emmanuel Macron aurait réussi un coup de maître. Décryptage de Marc Endeveld. En quelques mots, comment se conclut le deal Nestlé-Pfizer? Nestlé, ce n'est pas un client historique de Rothschild. Nestlé n'avait pas non plus l'habitude de faire des acquisitions de ce type-là. À l'époque, il y avait un concurrent de Nestlé dans l'agroalimentaire qui était intéressé par l'activité de Pfizer, c'était Danone. Or, sur le deal, la banque d'affaires Lazard avait, elle, l'habitude de travailler avec Danone, et y compris Pfizer, en sachant que le patron de Lazard, le grand patron de Lazard, avait travaillé sur les activités de santé quand il était à New York. Donc en réalité, il y avait un avantage extrêmement important de la banque Lazard par rapport à la banque Rothschild. D'où la surprise de tout le monde sur le fait que c'est Rothschild qui a remporté le morceau. Il y a deux éléments où Emmanuel Macron aurait joué un rôle. Les deux éléments où Emmanuel Macron aurait joué un rôle, c'est parce qu'il aurait réussi à séduire Peter Brabeck, donc grand patron de Nestlé en Suisse, particulièrement difficile d'accès, mais qu'il connaissait et dont il s'était rapproché grâce et par sa présence à la commission Attali. Mais dans le même temps, il y a également la proximité d'Emmanuel Macron avec l'avocat d'affaires, donc Jean-Michel Darrois. Pourquoi ? Parce que Jean-Michel Darrois, qui était lui-même à la commission Attali d'ailleurs, connaît très bien le directeur juridique de chez Nestlé. Et donc va présenter à Emmanuel Macron le directeur juridique de chez Nestlé. Mi-avril 2012, Emmanuel Macron aurait lâché à un proche « J'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. » Puis il fonce au siège de Nestlé, implanté à Vevey en Suisse, au bord du lac Léman. Au cours de notre enquête, une personnalité proche de la banque Rothschild a accepté de nous dévoiler, en off, les coulisses de ce deal historique. Condition que nous préservions son anonymat. Nous avons donc modifié sa voix, mais voici ses propos. Là, il a fallu décourager Danone qui ne voulait pas aller jusqu'à 10 milliards de dollars. C'est incroyable, il a réussi à convaincre Peter Brabeck comme ça en un week-end. Il les a convaincus le samedi de mettre les 500 millions qui manquaient. Que Pfizer demandait, que Danone ne voulait pas mettre, et donc ça s'est fait comme ça. En 2016, sur France 3, l'un des mentors d'Emmanuel Macron chez Rothschild évoquait les savoir-faire qu'il avait acquis dans la célèbre banque d'affaires. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique ? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Manipulation de l'opinion ? C'est que je ne me considère pas comme riche. J'ai d'ailleurs, comme tous mes collègues, fait à la fois une déclaration de patrimoine et d'intérêt, ouais. Et vous avez pu constater que je n'étais pas à l'impôt sur la fortune et que je n'étais pas multimillionnaire. Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'ISF. J'ai dit que la taxation du capital dans notre pays n'était pas optimale. J'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien gagné ma vie. Non. Chez Rothschild, Emmanuel Macron aurait donc très bien gagné sa vie et probablement atteint l'objectif qu'il s'était fixé, devenir riche. Mais au fait, quelle commission a-t-il perçue dans l'opération Pfizer-Nestlé, ce deal historique à 9 milliards d'euros ? Cette question, beaucoup se la posent depuis des années dans les quartiers d'affaires parisiens. Mais seuls quelques initiés ont une chance d'approcher la vérité.
Il y a beaucoup de gens qui se trompent, en fait, pour essayer de calculer la commission directement, et en se disant que sur le montant d'un deal, il y a 9 milliards, et que donc il a touché 1%, etc. Mais non, c'est pas comme ça que les choses se passent. En fait, il y a une banque avant Macron qui s'appelle Rothschild, et c'est Rothschild qui est rémunéré. Nestlé va payer Rothschild et pas payer directement le banquier Macron. Interrogée sur la rémunération qu'elle a perçue dans le deal Pfizer-Nestlé, la banque Rothschild nous a fait répondre: les honoraires versés à l'entreprise pour une opération de conseil, quelle que soit sa nature, sont du ressort du client. Ils n'ont donc pas vocation à être rendus publics. Mais selon l'organisation américaine Merger and Acquisition Source, les banques d'affaires perçoivent en moyenne entre 0,5 et 1,5% des deals supérieurs à 500 millions de dollars. Pour le deal Pfizer-Nestlé, Rothschild aurait donc perçu entre 45 et 135 millions d'euros. Prudent, notre fiscaliste parisien table sur une hypothèse basse. J'ai envie de dire que sur un deal comme ça, à vue de nez, je pense que la banque a dû toucher pas loin de 0,5%. Je pense que c'est un deal à 9 milliards, la banque a touché, je sais pas, mettons 30 millions. Sur ces 30 millions minimum, difficile d'établir combien Emmanuel Macron, artisan du deal, a pu toucher. Quand, au sein de la banque d'affaires Rothschild, un deal est conclu, c'est l'ensemble des associés qui touchent une part non négligeable du deal, y compris quand ils ne sont pas à l'origine du deal. Et donc, il y a une répartition, y compris opaque, au sein même de la banque. C'est-à-dire que les associés entre eux et surtout leurs collaborateurs ne sont pas forcément au courant de combien a gagné leur collaborateur ou leur partenaire associé. Mais sur le magot, entre guillemets, récupéré par la banque Rothschild, il y a une répartition qui s'est formée. Dont on ne connaît pas la répartition. La réponse se trouverait-elle dans la déclaration d'intérêt transmise par Macron à la HATVP en 2014 ? Pour toute l'année 2012, il n'y déclarait que 720 000 € de bénéfices industriels et commerciaux. Mais là encore, pour notre fiscaliste parisien, c'est peu crédible. Bon, ça voudrait dire que si on s'en tient à ça, en 2012, il aurait touché une commission de 700 000 sur la commission touchée par Rothschild. Faites le calcul. Si on dit 700 000 sur 30 millions, c'est peau de chagrin. C'est vraiment peau de chagrin. Si on fait le calcul... Macron aurait-il été payé sur l'année suivante ? Non. En 2013, il ne déclarait que son salaire de secrétaire général adjoint de l'Élysée. Selon notre source proche de la banque Rothschild, l'hypothèse que Macron n'ait pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur le deal Pfizer-Nestlé n'a jamais convaincu les milieux d'affaires. C'est une histoire pour endormir les petits enfants le soir. Et personne de sérieux ne l'a cru, ce truc, c'est n'importe quoi. Vous voulez dire personne de sérieux n'a cru les explications qu'il a données sur sa rémunération chez Rothschild? C'est ça. Tout le monde savait que c'était du pipeau. Pour notre avocat fiscaliste spécialisé en fusion-acquisition, le montant réel perçu par Emmanuel Macron lors du deal Pfizer-Nestlé est probablement beaucoup plus élevé. Je le dis ça avec beaucoup de prudence. Et ce sont des choses qui restent le plus souvent très confidentielles. Mais j'ai aussi l'habitude de ce genre de deal, enfin de ce genre de transaction. J'estime qu'une rémunération de l'ordre de 5 à 10 millions aurait été quelque chose de minimum. Je n'en sais rien. Je dis simplement que ça pose des questions et qu'il n'est pas tout à fait logique que personne et que la haute autorité n'en ait pas parlé. Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild, tout n'est pas forcément versé en France. Je vous parle complètement. Je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société, genre auto-entrepreneur. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un trust, mis à Jersey ou à Guernesey ou à l'île de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique, avec une feuille de paye comme vous l'avez, comme moi j'ai, et puis on leur verse les 80% qui restent dans le trust. Le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres à Jersey ou à l'île de Man,
un système d'optimisation fiscale qui aurait été rendu possible suite à des compromis acceptés par Bercy. À un moment, à Bercy, il y avait tout un papier pour dire comment Lazare et Rothschild avaient été négociés un statut fiscal particulier. C'est Pigasse qui s'en était chargé pour Lazare en tant qu'ex-membre du cabinet de Strauss-Kahn. Et il avait été négocié avec le service de la législation fiscale. Et Rothschild avait embrayé également, et il avait obtenu ce système-là. C'est quelque chose qui serait légal en fait de verser 80% des FIS à l'étranger? Eh oui, voilà. Arguant du fait que Rothschild a 2 sièges qui sont à Londres, Londres et Paris, donc. En tout cas, ça a été approuvé à ce moment-là par le fisc français. En 2005, le patron de la Banque Lazare avait effectivement négocié avec Bercy un statut fiscal sur mesure pour ses associés gérants. Objectif, éviter les doubles impositions entre la France et les États-Unis. En 2007, Bercy confirmait dans un rescrit fiscal, une sorte de note à l'usage des contribuables repris dans un document de 2012, qu'il acceptait que certains honoraires des professions libérales basées entre Paris et Londres ne soient pas forcément fiscalisés en France. La quote-part des revenus correspondant à l'activité du Limited Liability Partnership exercée au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet État n'est pas imposable en France. Pour en avoir le cœur net, nous contactons par mail le ministère des Finances. Bonjour, nous réalisons un épisode sur la carrière du président. Les opérations de fusion-acquisition étant des activités transnationales, ces accords permettent qu'une partie de la rémunération des associés gérants soit fiscalisée à l'étranger, afin notamment d'éviter les doubles impositions dans les pays concernés. Pouvez-vous nous confirmer les dates où ces accords ont été passés? Dans la foulée, Bercy ne démentait pas, bien au contraire. Bonjour, les rescrits fiscaux nominatifs particuliers ou entreprises ne sont pas publics et sont couverts par le secret fiscal. C'est à l'entreprise concernée de communiquer sur ces informations. Eh bien, on n'est pas rendu. Pour Mark Endeveld, ces arrangements fiscaux confidentiels arrachés de haute lutte par les banques d'affaires s'expliqueraient par leur proximité historique avec le sommet de l'État. La banque Rothschild, elle fonctionne toujours sur des va-et-vient entre une partie, en tout cas de son recrutement, c'est de passer de la haute administration d'État à des postes de gouvernance dans le capitalisme français, parce que la principale fonction de la banque Rothschild, c'est d'assurer ce qu'on appelle l'activité de fusion-acquisition. Ce n'est pas qu'une banque qui s'intéresse au milieu économique, c'est une banque qui, bien évidemment, s'intéresse au pouvoir. Pourquoi? Parce que justement, comme le capitalisme français est basé sur cette interconnexion avec l'État, la banque d'affaires Rothschild, comme les autres sur la place de Paris, a intérêt d'avoir de très bonnes relations avec l'État, d'avoir des informations sur les choix stratégiques de l'État, sur les va-et-vient entre les responsables publics et privés dans ces secteurs-là. C'est comme ça aussi, c'est par cette proximité-là que la banque Rothschild peut avoir de l'influence sur les décisions publiques, y compris de vente de grandes entreprises, de désengagement de l'État sur des opérations de privatisation. Et donc ça, c'est une technique éprouvée depuis longtemps. Il faut se souvenir que Georges Pompidou, ancien président de la République, était lui-même issu de Rothschild & Co. Dans une moindre mesure, Henri Emmanuelli, responsable socialiste, ô combien socialiste, Henri Emmanuelli a eu aussi un parcours de banquier chez Rothschild. Il y a eu chez Rothschild & Co. une autre figure de la haute technocratie sous la Mitterrandi, c'est l'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, c'est Jean-Charles Naouri, qui est devenu, suite à son passage comme directeur de cabinet de Bérégovoy, banquier d'affaires chez Rothschild, avant de devenir grand patron, et aujourd'hui toujours grand patron, du groupe Casino, le groupe de distribution. Et puis, il y a Nicolas Bazire, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur, ensuite qui est passé par la banque Rothschild. Il y a également l'ancien secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy, François Pérolle, donc secrétaire général adjoint. D'ailleurs, pour l'anecdote, Emmanuel Macron, quand il arrive à l'Élysée comme secrétaire général adjoint de François Hollande, il reprend le bureau historique de François Pérolle, ancien secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy, et tous les deux sont en réalité issus de la même filière Rothschild. Après avoir fait fortune dans la prestigieuse banque franco-britannique, Emmanuel Macron aurait-il omis de mentionner certains honoraires perçus à l'étranger? C'est ce que nous a affirmé notre personnalité proche de la banque Rothschild.
Ce qui fait que quand il fait sa déclaration, il a pu dire qu'il avait peu d'argent, qu'il avait gagné 2 ou 3 millions chez Rothschild. Mais il ne fait apparaître que ce qu'il a reçu en France. Il n'a pas fait apparaître qu'il avait reçu dans un trust. Et ce n'est pas illégal, hein, dans la mesure où, comme c'est dans le trust, ce n'est pas à lui. Quand il veut que ça redevienne à lui, il suffit qu'il claque dans les doigts. Et à ce moment-là, le système fait que l'avocat, payé par Rothschild, libère les fonds et les verse sur un compte au Panama, ou sur un compte en France, sur un compte en Belgique, enfin là où il est, là où il le demande. Bon, actuellement, il y a un trust quelque part. C'est évidemment pas dans les Macron Leaks que vous le trouverez. Et donc, il n'a pas menti dans sa déclaration de patrimoine, mais il n'a pas dit la vérité vraie. Présidence de la République, nous vous prions... Après plusieurs mails au service de presse de l'Élysée restés sans réponse, nous appelons la présidence de la République. Allô? Oui, le poste est occupé. Ah, le poste du service de presse? Oui, ça, vous m'avez demandé la presse. D'accord. Parce qu'en fait, on essaie d'avoir des réponses de leur part depuis septembre 2021. On n'a jamais eu de réponse à nos questions. Oui, mais là, vous êtes au standard. D'accord. On ne prend pas de message au standard. Parce que là, en fait, dans une enquête sur le patrimoine du président, on nous dit qu'en 2012, il aurait eu des honoraires versés dans un trust à l'étranger, vous voyez, donc c'est important. Oui. La suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.